Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le Strategix numéro 32. Donc c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, je vais reprendre tranquillement les vidéos, et je vais essayer de sortir un Strategix tous les vendredis à 18 h. Donc c'est le 32, comme son nom l'indique, il y en a eu 31 avant. Comment vous faites pour les retrouver? Soit vous allez sur la chaîne YouTube, sur la playlist des Strategix, ou alors vous allez sur le site www.chesstrainer2000.com, sur lequel vous allez retrouver les exercices de stratégie dans la partie stratégie du site. C'est banal. Ils sont classés de deux manières. Soit par thème, vous allez avoir sacrifice de qualité positionnelle, attaque de minorité, je ne sais plus, ou pion d'âme isolé. Et puis ensuite, vous allez les avoir de manière chronologique, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le thème avant, et comme ça ne vous aiguille pas. L'idée des exercices des Strategix, c'est on trouve partout sur les chess.com, même sur certaines vidéos, ou des Twitchers, on va dire, des gens qui font de la tactique. C'est assez facile, l'ordinateur est capable de nous corriger, mais pour les exercices de stratégie, c'est moins simple. Donc en fait, je vous donne une position, non pas tactique, je vous donne une position dans laquelle vous devez faire de la planification et essayer de trouver le coup stratégique. Donc vous avez cette position à l'écran, c'est les blancs qui vont jouer, vous faites une évaluation de la position, ce qu'on fera ensuite, vous faites pause donc, vous cherchez le coup que vous joueriez dans cette position, et ensuite on voit ensemble la solution et puis l'ensemble des réponses. Donc c'est parti pour la correction de ce Strategix numéro 32. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on fait de la stratégie, l'ordinateur, lui, il calcule de manière brute le meilleur coup. Par exemple, ici, il a un coup avec une profondeur de 28 demi-coups, ça veut dire 14 coups dans toutes les directions. Donc c'est on va dire, vertigineux. Nous, humains, on va essayer de trouver nos coups candidats, on va essayer de trouver nos plans. On ne peut pas le faire de manière aussi précise par le calcul. Donc on est obligé de faire de la planification. Donc on est obligé de décortiquer la position. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne joue pas une position selon nos envies. Voilà. Si par exemple je veux attaquer absolument le roi, etc. Non. Toute position mérite d'être jouée d'une certaine manière, parfois 2 ou 3 plans, c'est rare. Mais en tous les cas, la plupart du temps, c'est 1 ou 2 plans maximum. Et il faut bien comprendre aussi que l'adversaire ne va pas être d'accord. Voilà. Donc souvent, les plans qui sont dans l'ordre de la stratégie pour un humain, avec une planification de coups qui va en découler, c'est pas forcément ce que veut l'ordinateur. Et ça, je vous mets en garde, parce que si vous utilisez trop l'ordinateur, à chaque fois, on le voit d'ailleurs quand on regarde des commentaires de parties de champions, etc., dès qu'il y a un micro-changement dans l'évaluation de la position, on dit c'est bon, il a fait une erreur, etc. Non. Posez-vous la question de savoir si la position elle est compliquée. Si pareil, l'ordinateur trouve un coup super, mais qu'ensuite il faut une ligne de coups, de 10 coups d'affilée où il n'y en a qu'un seul, mais si vous vous trompez, vous avez perdu. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose que si vous avez une position solide dans laquelle vous avancez progressivement en essayant d'avoir un maximum d'avantages. Donc ici, on va décortiquer la position. Alors j'utilise, on va dire, globalement la technique de Silman, voilà, qui est reprise par McKenna, qui fait des super vidéos, vous le savez. Donc j'utilise un petit peu la même pédagogie en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'on va prendre, d'abord on va parler des pièces mineures. On va regarder les pièces mineures, on va en discuter et de voir ce qui donne leurs défauts et leurs avantages. Vous savez que les fous, on parle de fous, de bons fous, de mauvais fous en fonction de la couleur des pions centraux. Donc ici, pour les blancs, on a un fou de case noire, les pions sont sur case blanche. On peut dire que ce fou est bon, par définition. Et ça, je vous mets en garde. Il est bon par définition parce qu'il c'est uniquement la couleur des pions centraux. Et effectivement, ce fou attaque les pions qui sont sur case noire. En revanche, au niveau de l'activité, c'est plutôt proche de 0, parce qu'il peut ni aller sur F4, ni aller sur H4, et puis s'il recule, il gêne plutôt qu'autre chose. Donc bon, voilà, pièce, on va dire, à vocation défensive, en tous les cas, cette pièce-là, elle est complètement pourrie. Si on regarde le camarade fou noir, lui, par définition, c'est le mauvais fou. Voilà, parce que les pions centraux sont case noire, donc lui, c'est le mauvais fou, et il a très peu d'activité. Même s'il a quand même un rôle défensif du roi, etc. Donc ici, voilà. Le cavalier est intéressant, mais si on regarde un petit peu, s'il venait sur F4, il serait échangé tout de suite par le fou qui est mauvais, et le cavalier est quand même une pièce assez intéressante, et puis le cavalier peut rebondir, peut un petit peu travailler quand même ici, donc le cavalier est un peu meilleur. Si on regarde le cavalier blanc, par contre, lui est correct, il a
vraiment de l'avenir, enfin de l'espace, hein, et voilà, il a encore son potentiel ici. Bon, alors il y a forcément deux pions sur lesquels il y a ses propres pions, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il contrôle la case E4, et il contrôle également la case A2, et puis le reste, il peut y sauter quand même. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc ici, en termes de pièces mineures, les blancs ici, ils ont clairement une pièce qui est mineure, qui est meilleure que toutes les trois autres, en fait, hein. Ça c'est important. Ensuite, on va parler structure de pion. Donc la structure de pion, on a un centre bloqué, et ça c'est vraiment fondamental. Quand on a un centre bloqué, on sait que l'action va se passer sur les ailes. Voilà. Ça va se passer sur les ailes. Et ici, si on regarde bien, ça fait aucun doute que l'aile roi, elle est aux mains des blancs. On a les deux tours sur la colonne H, ça donne forcément un avantage d'attaque, un potentiel d'attaque. Mais ici, sur l'aile dame, c'est un petit peu dépourvu, et on voit que l'arrivée, par exemple, la dame en A5, sur le pion A2, va peut-être perturber un petit peu les plans des blancs. Structure, si on regarde la structure, on a les deux pions doublé F qui font que, ici, la structure des blancs, elle n'est pas terrible par rapport à celle des noirs. Si on avait une finale à jouer ici, les noirs seraient mieux ici, en finale de pions, en raison des pions doublés. Et ces pions doublés empêchent aussi le fou de sortir. Donc heureusement que c'est compensé par le fait d'avoir le cavalier, le fait d'avoir la colonne H sous notre contrôle, parce que sinon ici les blancs auraient une structure qui n'est pas terrible. Donc on va dire, au niveau des pièces mineures, avantage blanc, au niveau de la structure de pion, avantage noir. Même si on peut dire que le fait d'avoir doublé les pions donne la colonne G. Ça je suis tout à fait d'accord, mais on voit qu'ici pour en profiter pour le moment c'est un petit peu délicat. Ensuite, on va parler d'espace. L'espace, ici, on a un centre bloqué. Donc, on a effectivement le pion blanc qui vient prendre des cases. On a notre pion qui est sur la 5e rangée. Ça peut avoir son importance. Si vous regardez les pions des noirs, ils sont que sur leur 4e. Mais, mine de rien, ici, on a peut-être un avantage d'espace sur l'aile dame quand même pour les noirs. Ici, et pour les blancs, c'est pas le plus prépondérant. On va y venir ensuite. Ensuite, au niveau des avantages stratégiques qu'on peut avoir, ou un déséquilibre stratégique, si on reprend les termes de Silman, ça va être le matériel. Le matériel, pardon. Et là, il y a égalité matérielle. Donc ici, c'est réglé. Ensuite, on va regarder tout ce qui est colonne ouverte, case forte et diagonale puissante. Ça, c'est vraiment important. C'est identifier, ça nous permet d'identifier des cibles. Ici, si on parle de colonne ouverte, donc ça fait aucun doute, on a les deux tours sur la colonne H, il n'y a pas de problème. D'accord? Ici, c'est une colonne semi-ouverte. La colonne ouverte H, elle est aux mains des blancs, il n'y a pas de problème. Ok. En termes de diagonale, le fou n'a pas beaucoup de diagonale. La dame peut quand même aller en A5, c'est le seul coup un petit peu utile. Et puis, ici, on peut imaginer quand même pour les noirs d'éventuellement mettre la tour en B8 pour pousser les pions et essayer de mener une attaque avec ce qu'on peut sur le roi blanc. Voilà, parce que les trois autres pièces sont sur le côté de l'aile roi. Maintenant, on va regarder tout ce qui est case forte. Et si on fait ce qu'est une case forte, souvent, c'est ce qu'on appelle un avant-poste. Un avant-poste permanent, c'est une case sur laquelle on va pouvoir poster une pièce et qui ne va pas pouvoir être contestée par les pions. Donc ici, si vous regardez bien, on a un avant-poste ici en F5. Il ne peut pas être contesté par les pions, vu que le pion E et le pion G sont déjà en 5e rangée pour les blancs et 4e pour les noirs. Donc ici, si on réussit à poster un cavalier ici, ou n'importe quelle pièce, mais en l'occurrence ici ça peut être qu'un cavalier, eh bien on va avoir une pièce qui rayonne. Donc là, bien sûr, vous commencez à entrevoir ce que j'ai derrière la tête. J'ai bien dit un cavalier. On a un cavalier qui est libre, c'est lui. Donc quand vous avez comme ça identifié un avant-poste, ici c'est pas un avant-poste permanent, parce qu'il peut être chassé par le coup A6. D'accord? Donc voici la différence entre un avant-poste permanent et un avant-poste qui ne l'est pas. Pareil, si à terme, je venais à jouer par exemple B6, la case C6 serait un avant-poste permanent. Mais il faut quand même regarder, est-ce qu'on peut y arriver? Donc je pense qu'ici, par rapport à l'avantage qu'on a sur la colonne H, beaucoup ont dû tenter tour H7. Mais en fait, au final, c'est bien, c'est menaçant, c'est très intéressant. Peut-être qu'on peut éventuellement imaginer des tours prend fou, et encore que le fou est tellement mauvais qu'on se séparerait d'une tour qui est bien placée. Ce qu'il faut vous dire maintenant, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'au final, ici, je risque pas de venir parce que je sais défendu 3 fois. Est-ce que le sacrifice de qualité,
ça peut amener quelque chose, j'en sais rien. Mais en tous les cas, les noirs maintenant vont faire tour B8, et puis leur plan, il va être relativement assez simple. Et même si on commence à faire de la prophylaxie avec B1, ça fait un petit peu peur même. On peut imaginer à terme peut-être le fou qui revienne. En tous les cas, ici, on a... c'était un coup qui force pas grand-chose en fait. Donc du coup, les événements vont être difficiles. Pour les blancs, après tour H7. On ne voit pas ce qu'on peut faire derrière. Ou alors, le coup que je vais vous montrer ensuite, mais vous verrez qu'en fait, vous avez un temps de retard pour faire ce qui nous intéresse. Non. Ici, une fois qu'on a identifié une case forte, comme celle-ci, eh bien, on regarde si on a un chemin pour un cavalier. Donc, s'il est ici, sur quelle case il peut venir? Pas d'ici, parce que c'est pris 2 fois par le pion, pas d'ici. Ça, il y a le fou. Donc, forcément, on a envie de venir d'ici. Voilà. On vient de là. Si on vient sur F5, on vient de E3. Ensuite, on calcule d'où on peut venir pour E3. Eh bien, on vient de D1. Et ensuite, voilà, on vient de D1. Donc, du coup, le coup candidat qui va se présenter, j'aurais calculé tour H7 ici dans cette position. Il n'y a aucun problème. Mais en revanche, on voit que ça donne rien. Par contre, ici, maintenant, quand je vais avoir mon cavalier qui va être en F5, eh bien là, tour H7, ça sera menaçant, parce que là, je risque de menacer le fou en G7. Ensuite, on aura une autre suite de plans que je vous montrerai ensuite, mais en tous les cas, c'est ça qu'il faut essayer de voir. On trouve le chemin, une fois que j'aurai le cavalier en F5, il sera tellement puissant que mon adversaire, il va être en difficulté. D'ailleurs, ici, je reviens sur un truc, on avait parlé du centre bloqué, que l'action se passait aux ailes, ici. Eh bien, donc le coup stratégique ici qu'il fallait trouver, c'est cavalier D1. Cavalier D1, souvent qu'on se refuse, parce qu'on entend parler de cavalier au bord, cavalier mort. Voilà. Cavalier au bord, cavalier au mort. Karpov, lui, disait cavalier au bord, cavalier au bord. Voilà, c'était une boutade pour dire, si mon cavalier doit passer par le bord pour être mieux placé, il n'y a aucun problème. Donc il faut vraiment faire le distinguo. Attention aux petits proverbes qu'on entend comme ça. Cavalier au bord, cavalier mort. Pourquoi on dit ça? Parce qu'effectivement, quand il est au bord, il a moins de cases que quand il est au centre. Mais s'il n'est que de passage, voilà, pour aller chercher le Graal, qui est ici la case F5, il n'y a aucun problème. Donc ici, dans la partie de référence, je ne me souviens plus des différents joueurs. Vous pourrez le mettre en commentaire, ceux qui la retrouvent. J'essaierai de vous la retrouver, et puis je vous le mettrai. Ici, effectivement, il a tout de suite compris que le cavalier allait bondir en F5. Et du coup, il s'est dit, eh bien, je vais défendre ma 7e rangée. Ici, le plus offensif pour les noirs, c'était de jouer tout de suite sur le contre-jeu à l'aile dame. Et si je vais avec cavalier E3, eh bien, tour B8, cavalier F5 ici, et là, on commence à avoir quand même des petits soucis. Donc, tour H7, voilà, ça, c'était le contre-jeu que les noirs devaient faire ici. Fou F8, il faut trouver des coups comme Dame C3 pour tout colmater. Donc voilà, c'est des coups d'ordinateur. Mais en tous les cas, ici, les noirs obtenaient du contre-jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Souvent, quand on a des rocs opposés, ou alors, oui, ici, comme ici, ou alors on a une structure de pion qui indique des plans sur les ailes opposées, eh bien souvent, attention à trop défendre. Parce que sinon, vous allez laisser les mains libres à l'autre. Vous allez faire que défendre, et puis lui, il prend aucun risque, il va continuer son attaque, ça va être trop dur. Souvent, ce qui est difficile pour le débutant à comprendre, c'est qu'il va falloir jouer sur la contre-attaque. Et ici, on n'est pas sur des débutants, on est sur des GMI. Et en fait, ici, eh bien, préférez défendre tout de suite en C8. Donc, cavalier E3, C7, voilà, c'était l'idée. Et ensuite, cavalier F5. Objectif atteint. Maintenant, on comprend tout de suite que cavalier F5 plus tour H7, etc. Et j'ai pas eu besoin de calculer toutes les variantes. Alors bien sûr, il faut calculer, il faut être précis, mais quand on fait la stratégie ici, je sais que quand je vais avoir mon cavalier en F5, je vais avoir du jeu. Et ce qui était difficile pour l'adversaire, c'était de penser qu'il fallait contre-attaquer sur l'aile dame. Ici, ce qui a été joué, c'est F6 dans cette position. Et ici, il y a un coup super intéressant, parce que, bien sûr, tour H7 commence à être très intéressant, et il faut continuer. Ici, on est à un avantage décisif. Mais il va falloir trouver quand même une idée pour continuer sur cette case-là. Et ce qui a été trouvé par le GMI, ici, c'est Dame D1. L'idée, c'est de sacrifier le pion en F4,
Alors, sacrifier le pion, plus le fou s'il reste coincé. Mais c'est surtout que dame D1 ou même dame E2, ici, faisait le taf. Une fois qu'on va sacrifier le pion en F4, on va pouvoir aller sur case blanche et sur H5. Et une fois qu'on aura triplé sur cette colonne, ça sera suffisant. Donc ici, par exemple, sur tour F8, F4, E prend F4 éventuellement, dame G4 ou dame H5, fait que c'est déjà cuit ici. On peut même... ici, il faut continuer quand même. Donc par exemple, fou prend, le cavalier ne peut pas prendre, il est cloué. Et sur E prend F4, on va avoir la dame qui vient ici sur G7. Si on vient de la tour, cavalier, et puis ici, fourchette, etc. Donc ça devient la Bérésina. Mais ça, c'est les conséquences du cavalier qui a été amené en F5, pardon, et ensuite la manœuvre dame D1, sacrifice en F4, et aller sur la colonne H. Alors ici, la manœuvre avec dame D1 ou dame E2, ici, dans cette position, n'est pas forcément facile à trouver. Mais elle était même pas... C'est même pas, à la limite, à trouver au départ de la position. Ici, dans la position de départ, le fait de trouver, on sait que quand on va avoir le cavalier en F5, notre position, elle va être prometteuse. On ne peut pas tout calculer jusqu'au bout. Surtout chez les amateurs, bien sûr. Après, les forts joueurs calculent beaucoup plus profondément. Mais ici, nous, on cherche à faire de la planification. Ici, on sait qu'on a un avant-poste. Est-ce qu'on peut y mettre un cavalier? On regarde si on a le chemin. On trouve le chemin, ici, voilà. Et on se dit, que peut jouer les noirs pendant ce temps-là? Voilà. Et c'est très difficile, d'ailleurs, il n'a pas trouvé. Et même ici, la contre-attaque, hein, par exemple sur B5 directement, cavalier E3, s'il y a une prise, je vais sur F5. Là, ici, on a toujours notre potentiel. Et c'est très difficile de défendre en plus, moralement, on va dire. Quand on prend autant de pièces comme ça sur la tête, eh bien souvent, on a du mal à se dire, bon, bah, tranquille, tour H7, c'est pas grave, je vais jouer dame A5, quel coup d'ordinateur ici, voilà, en disant, c'est bon, je laisse tomber, je laisse la qualité, etc. Non. Bien sûr, alors les forts joueurs sont de plus en plus impressionnants sur leur précision dans le calcul, mais enfin nous c'est pas ce qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse c'est d'essayer d'arriver au moment où ça arrivait à tout le monde, nos pièces sont bien développées, etc. Et puis on se dit on sait pas quoi faire. Eh bien quand on sait pas quoi faire, ça va être la stratégie qui nous indique le plan à suivre. Voilà. Stratégie, le plan à suivre, qui ne sera pas forcément le coup d'ordinateur où il a une ligne de 15 coups avec à chaque fois il faut trouver un coup précis, d'accord? Souvent, bah, c'est ça, c'est ici, ok, mon cavalier en F5 il va rayonner sur toute la position. Est-ce que j'ai un chemin pour y aller? Oui. Je regarde ce que peut faire mon adversaire pendant ce temps-là. Si mon plan va plus vite que le sien, eh ben c'est parti, j'attaque. Et ici, cavalier D1, c'était le coup ici qui renforçait l'attaque, alors que je pense que beaucoup, c'est normal, on pensait tour H7, bah ici tour H7, voilà. Et même, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si maintenant je commence à partir avec le cavalier en D1, bah ici le problème c'est qu'il défendait A2, donc bah voilà, hein. Si je commence moi à avoir peur et me dire tiens attends je défends, bah non tout de suite je crée les tensions, et ici bah, au lieu de la reprise de venir ici, bah, je serais obligé de venir en C4, et puis mon attaque s'essoufflerait un petit peu. Donc on voit qu'ici, la contre-attaque sur l'aile dame était une des seules chances pour pouvoir tenir pour les noirs. Mais pas facile à trouver en partie. Écoutez, bah, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager la chaîne, bien sûr, c'est le but. Et puis bah, en attendant le prochain stratégique, parce que je vous dis que j'essaierai de sortir tous les vendredis à 18 h, bah, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.